Je vais tout de suite passer la parole à Yves Weinand. Yves Weinand qui va présenter un projet. On a beaucoup discuté au sein du comité d'organisation sur le fait d'inclure ce projet ou pas, parce que quand même il y avait une thématique, c'était le sport, et il fallait quand même trouver à un moment qu'on puisse parler sport. Donc ce projet, je le dis d'office pour qu'il n'y ait pas cette question à un moment, c'est pas un équipement sportif. Ça aurait pu l'être parce que c'est vraiment une grande halle. On aurait pu faire un terrain ou plusieurs terrains de tennis dedans. En fait, c'est plutôt une halle fonctionnelle, une halle industrielle, et qui se trouve à Luxembourg et qui vient d'être inaugurée, je crois. Elle est terminée ou pas encore? Pas encore. Donc elle est en cours de finalisation et elle nous intéresse tout particulièrement parce qu'elle est quand même conçue avec des petites portions de bois pour faire des grandes portées. Donc Yves Weinand va nous en parler mieux que... Bonjour, merci Christophe pour cette introduction et cette invitation. Merci aux organisateurs. Ok. Oui, alors, peut-être en introduction, je viens de la pratique professionnelle, donc j'aime bien construire en fait. C'est quelque chose qui nous plaît, l'idée de faire et aussi de passer par des innovations. Donc ici, en architecture, c'est assez difficile d'introduire, disons, des structures en bois. Ici, c'est le musée de la photographie à Charleroi qui est entièrement en CLT. C'était le premier bâtiment public en Wallonie, mais où vous voyez que finalement, on travaille assez classiquement encore avec des plans de stabilité sur lesquels on indique toutes les connexions en acier entre ces différents panneaux. Plus proche de nous, on a réalisé la charpente du Parlement ici à Lausanne, où également on exploite l'avantage de travailler dans la surface des éléments. Donc c'est quelque chose qui nous plaît par rapport à ces nouveaux produits dérivés du bois, mais où finalement la mise en œuvre reste aussi relativement classique, où on a relié ces panneaux à l'aide de plats métalliques. C'est une structure efficace et je pense que Stéphane Bartier a très bien introduit. En fait, on peut optimiser la matière en faisant travailler des structures dans l'espace. C'est quelque chose qu'on copie de la nature et c'est partiellement réalisé ici. Mais je crois qu'on a besoin, vu les questions qu'on se pose, d'aller aussi innover peut-être plus rapidement au niveau du secteur et de façon générale par rapport à la construction de ce qu'on fait. Ici, je présente brièvement aussi le laboratoire des constructions en bois, ici à l'EPFL, que je dirige, où, en partant d'une connaissance mécanique et de l'analyse mécanique des produits dérivés du bois dans la tradition des écoles polytechniques, nous voulions élargir le champ d'investigation aussi vers les mathématiques, vers les différentes formes géométriques, mais aussi vers la fabrication et la préfabrication. Donc les premières thèses qu'on a dirigées à partir de 2005 étaient plutôt du côté architectural pour encore, comme Stéphane Bartier l'a montré aussi, utiliser le bois sur des formes emblématiques, mais en infiltrant des technologies partiellement nouvelles. Et par la suite, on a développé alors toute une série de thèses du côté mécanique, parce qu'il fallait en fait asseoir et prouver que ces nouvelles méthodes de construction puissent également être appliquées. Ce qui nous ramène au sujet principal, c'est qu'on doit vraiment considérer toutes les contraintes de notre planète, y compris par rapport à la logistique de la construction, la logistique qui doit être revue. Et donc on a à disposition, disons, le secteur qui est très large, et je crois qu'il faut, à l'intérieur de ce secteur, arriver à peut-être encore mieux explorer nos ressources, notamment au niveau de l'investissement, voir comment on peut suivre la gestion des forêts et comment on peut exploiter cette ressource, voir que les matériaux causent quand même beaucoup de dégâts à l'environnement, les matériaux de construction, leur production, et que le bois a un très bon bilan par rapport à ça. Tous ces éléments, vous les connaissez très bien, mais malheureusement, ça apparaît toujours trop peu dans la discussion générale qu'on a autour du secteur de la construction. On a l'avantage aussi d'être dans un secteur qui est très bien déjà digitalisé. Les entreprises du secteur bois ont fait beaucoup de pas en avant très tôt comparé aux autres secteurs. Et là, je reviens un peu à ce qu'on voudrait plus promouvoir et ce
ce qui nous a préoccupé entre 2010 et peut-être 2017, c'est le fait qu'on a voulu introduire des méthodes de construction plus simples et plus contraignantes, notamment au niveau de l'assemblage des panneaux, qui, selon un ordre séquentiel, ne peuvent être montés que selon un seul ordre séquentiel, et chaque panneau prend aussi la place qu'il doit prendre, et la seule place possible. Et donc, les structures spatiales sont effectivement les structures qui consomment le moins de matériaux, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé dans les premières thèses aux structures plissées, et on a essayé d'innover tout au long de l'année avec cette volet ici, où on a évolué de prototypes qui d'abord étaient des surfaces simplement plissées et connectées à l'aide de vis, vers des surfaces toujours planes, plissées, mais connectées à l'aide de plats métalliques, vers des surfaces plissées qui sont connectées à l'aide de connexions bois-bois, avec une seule nappe, avec une double nappe en 2015, et finalement vers un bâtiment qui a été construit. Donc ici, il y a, on voit dans la construction en bois vraiment cette idée de pouvoir préfabriquer énormément. Vous avez des pièces ici du théâtre de Vidi qui ont été montées d'un seul coup. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir uniquement du bois, pas de connecteurs, une façon de les assembler qui suit un ordre précis et qui nous permet alors de franchir des portées plus importantes. C'est un bâtiment qui a été réalisé très rapidement et où directement les éléments de façade ont pu être fixés également par-dessus. On a également eu une application pour un décor d'opéra dans la cathédrale de Lausanne, où on a également assemblé des panneaux qui forment une spirale rigide faisant partie de cette scénographie. Il y a eu plutôt une chapelle qui a également été réalisée avec des panneaux porteurs, une petite portée, presque encore de l'ordre du prototype, mais qui par la suite nous ont pu, disons, indiquer la voie pour ce projet que Christophe a mentionné. En fait, vous avez vu que c'était des structures répondant à différentes géométries, à simple nappe, à double nappe. Dans le cas du théâtre de Vidi, c'est le croisement entre ces deux nappes à chaque angle qui donne la rigidité selon en fait ces arêtes. Et ici, on est passé encore à un autre système où on est parti cette fois-ci de modules qui sont des espèces de boîtes qui sont emboîtées par la suite. Et vous voyez qu'on voudrait en fait un circuit plus court, c'est-à-dire l'architecte il continuera à s'intéresser à la forme globale et on voudrait attirer l'ingénieur également à s'y intéresser davantage. Et par la suite, on peut paramétrer cela. On a en fait la possibilité de décrire la géométrie, mais non seulement la géométrie, également toutes les connexions et les éléments nécessaires pour la fabrication. Donc ici, le défi pour l'entreprise de menuiserie Annen, c'était de leur proposer un bâtiment qui serait uniquement fait à partir d'éléments de panneaux en bois emboîtés. Donc on a travaillé sur ce bâtiment où on a finalement avec les clients d'abord fixé un arche cible. C'est la forme, celle qui est utilisée par l'architecte pour présenter son projet. Mais après, il faut rendre en fait chaque surface plane, puisqu'on part d'un panneau en bois qui doit suivre cette double courbure. C'est d'ailleurs une double courbure inspirée par l'ingénieur Dieste, qui a construit des voûtes doublement courbées en profitant en fait de cette courbure. Et par la suite, il faut aussi rendre le volume à ces éléments plans, parce que sans leur donner une épaisseur, on ne peut pas les connecter. Et c'est là qu'intervient également la recherche, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un descriptif et une modélisation mécanique plus simple aussi. Donc ici, le bâtiment aligne en fait 23 arches qui varient d'une portée de 35 mètres à 52 mètres, avec une flèche de 13 mètres. Et la hauteur statique de ces arches, c'est 60 cm, si vous voulez. Et les panneaux, on multiplie être en une épaisseur de 40 mm. Et donc, en assemblant ces panneaux, on arrive en fait à encaisser les valeurs. Donc, c'est quelque chose qui travaille à la moitié de sa résistance, aux alentours de 20 mégapascales,
à l'état limite ultime. Et nous avons pour cela dû modéliser les semi-rigidités de chaque connexion, de chaque panneau touchant un autre. Donc nous n'avons plus, disons, des éléments prismatiques comme on les connaît dans les charpents traditionnels qui consentent des efforts et malheureusement souvent consentent des efforts dans les nœuds où ces pièces métalliques sont connectées, où on doit alors augmenter la section initiale à cause de la section nette qui subsiste au niveau du nœud. Et donc c'est quelque chose qu'on voudrait éviter et on distribue, si vous voulez, on lisse les efforts le long de ces surfaces et on peut ainsi éviter des pics de contrainte comme on les a. Et alors, tout se passe alors du côté digital. Donc on a vu, on montrait qu'on peut générer la surface, on peut là-dessus la segmenter, on peut lui conférer une épaisseur, mais après, il faut alors également pouvoir localiser l'élément ou le point singulier où se trouve chaque tenant pour lui conférer les 6 rigidités selon les 6 degrés de liberté nécessaires. Et donc pour cette raison-là aussi, on a évité tout joint de montage. En fait, ces arches sont montées à plat et puis ils sont tournés de 90 degrés pour les mettre en position verticale. Et par la suite, une fois qu'elles sont en position verticale, on les prend et on doit encore les positionner à l'endroit définitif, si vous voulez. Donc, en fait, on a voulu, et c'est une contrainte aussi, respecter le maillage géométrique d'ensemble de chaque arche, où chaque arche a une forme différente, chaque pièce est différente, qui sont correctement numérotées, mais qui par la suite forment un tout qu'on peut déplacer sous cette forme. Le client, qui est aussi l'entreprise qui exécute ce chantier, est très content avec cette solution parce qu'ils ont eux-mêmes en fait acheté 2 machines à découpe automatisée. Ils forment leur propre personnel sur leur propre machine et ils ne doivent pas acheter du bois lamelé collé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils peuvent uniquement prendre ces panneaux qui cependant viennent de l'Allemagne du Nord. Alors, pour l'instant, c'est environ un tiers qui est construit. Ça, c'est une photo qui date du mois de mai. Et on espère pouvoir inaugurer le bâtiment l'année prochaine. Donc, c'est un exemple qui s'appuie un peu sur les expériences antérieures qu'on avait et qui nous permet de construire un bâtiment qui, lui aussi, serait beaucoup plus facile à démonter, comme c'est le cas à l'état du théâtre Dividi aussi, une fois que le bâtiment ne devrait plus être utilisé. C'est quelque chose de très important parce que le tri qu'on rencontre est très coûteux aujourd'hui pour les constructions qui datent des années 70, 80, etc. À partir de 2017, nous sommes intéressés au bois brut. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même toujours de la colle dans nos panneaux dérivés du bois et on n'a pas toujours des bilans aussi positifs qu'on voudrait lorsqu'on fait le bilan complet d'une construction en bois par rapport à la brique notamment. Donc on voudrait encore aller plus loin et éviter la colle également. Bon, ce n'est pas du tout nouveau, c'est quelque chose qui existait, mais qui va peut-être même encore avant de ce que normalement est décrit dans l'historique technologique de la construction en bois, qui démarre plus ou moins au XVIIe siècle. Souvent on commence par de l'orme, etc., pour décrire cela. Et ce qui me fascine maintenant là-dedans, c'est qu'on devient vraiment vernaculaire, puisqu'on n'a même plus vraiment des références historiques précises. La construction navale, bien sûr, a utilisé le respect d'éléments constructifs tels qu'il existe dans la nature. Vous connaissez tous les arbres qui poussent dans une pente et qui développent par l'occasion la partie la plus résistante, là où l'arbre reprend la verticale. Donc c'est vraiment cette pièce-là qui nous intéresse en tant qu'ingénieur. Peut-être également comme architecte, c'est notre spéculation. Et donc on voudrait revoir un peu la scierie. Disons, on pourrait prendre cette pièce telle qu'elle, on pourrait toujours la scier et se retrouver avec des planches qui seraient courbées. On pourrait aussi faire des blocs. En tout cas, on voudrait augmenter la biomasse, c'est-à-dire, parallèlement aux scieries existantes, également proposer, disons, pas un formatage aussi dur qui existe actuellement dans la filière, mais peut-être un formatage intermédiaire, et ça nous permettrait d'utiliser beaucoup plus des arbres qu'on coupe. Et au laboratoire, notamment Petras Vestartas a développé, disons, des modèles paramétriques nous permettant de modéliser tous les joints pour toutes sortes de géométries. Donc, un projet d'architecture reste un projet individuel avec un architecte, avec un client, avec une forme, et on ne voudrait pas
retourner à la standardisation des années 60. On voudrait garder en fait cette liberté-là, tout en augmentant, en informant beaucoup mieux la chaîne de production. Ce qui est possible avec cette thèse qui a été défendue la semaine dernière, où on peut aussi bien travailler avec des éléments en géométrie dure, comme des panneaux, des poutres prismatiques, mais aussi avec des bois ronds. Et ça nous ramène alors à cette grande question, c'est qu'on n'utilise pas assez notre bois local. On voudrait vraiment beaucoup plus l'utiliser et injecter vraiment les bons bois tout au-dessus dans la chaîne, c'est-à-dire pour la construction et seulement après pour les autres usages. On sait aussi qu'avec la crise climatique, on aura beaucoup plus de bois dur, donc c'est assez intéressant d'avoir cela à disposition. Et on voudrait proposer finalement des procédures où on travaille directement sur du bois brut, qui serait beaucoup moins cher, c'est-à-dire que vous avez le bois pour un peu moins que 200, même 100 francs par mètre cube, et puis vous travaillez avec des robots là-dessus, donc vous montez ça peut-être à 500-600 francs par mètre cube, or que pour beaucoup de projets emblématiques, on est dans les prix loin supérieurs à cela. Ce qu'on voudrait peut-être regarder, ce n'est pas toujours ce qui est souvent publié, mais également voir si on peut peut-être recommencer le tout. Donc ici, on voudrait mieux utiliser le bois, mais on voudrait aussi une digitalisation. Ici, on prend l'exemple de la Suisse, mais c'est la même chose pour chaque pays. Il faudrait plutôt utiliser le bois où il est, en fait. Chacun a son bois, donc il faudrait l'utiliser là, et pas nécessairement ajouter tellement. Peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Donc ici, vous voyez une carte qui répercute les scieries en Suisse, de petite, moyenne, donc il y en a énormément. Donc c'est intéressant de voir ça, en fait, que ça existe, et qu'économiquement, c'est intéressé à une scierie, une toute petite scierie à Rossinière, où c'est la commune sur le canton de Vaud qui dispose des plus grandes surfaces de forêt. C'est très intéressant de voir comment ils font, qui a en fait tout ce savoir-faire, qui a aussi un savoir-faire vernaculaire. On peut toujours y trouver des madriers de 14 cm d'épaisseur, quelque chose qu'on ne trouve pas aussi facilement. Et c'est quelque chose qui nous intéresse à être éventuellement injecté dans un flux de travail revu. Et donc ici, on peut scanner chaque arbre, on peut le scanner sur pied, on peut enlever ce qu'on veut, les petites branches, l'écorce, et on peut garder ce qu'on veut. Et par la suite, on peut créer une bibliothèque d'entrée, c'est-à-dire on peut décider, avec une bonne gestion administrative de la forêt, lesquels les arbres sont en disposition et qui pourraient être utilisés pour une construction donnée. Et donc ce qui a été fait ici, c'est-à-dire on a lié un tronc d'arbre de forme quelconque qui est scanné et qui est inséré dans l'espace de travail d'un robot qui peut, lui, être programmé pour prévoir sur cette forme quelconque les différentes connexions ou le façonnage qu'il faut appliquer à ce tronc. Donc on n'a plus la nécessité, comme on le fait souvent, à trouver un système, disons, orthogonal de repérage pour construire, mais on peut directement le faire sur chaque pièce individualisée. Donc l'individualisation et le respect de chaque tronc d'arbre dans sa forme naturelle est transféré également dans un flux de travail technologique qui est le robot qui, lui, mesure chaque fois ce qu'il fait, lui, par rapport à la position de l'arbre, si vous voulez. Et par la suite, on a quand même un éventail de possibilités qui s'ouvre, qui est assez impressionnant, parce que nous pourrions continuer à travailler avec des planches ou des géométries dures, comme on a l'habitude de faire, et on peut appliquer de façon automatique ces différentes connexions bois-bois qui se font par soustraction ou par addition, mais on peut aussi ouvrir un deuxième chapitre ici, qui est plus proche de l'utilisation des troncs tels qu'ils existent, mais peut-être avec un façonnage augmenté par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on faisait dans le passé, puisqu'on peut mécaniquement les connecter latéralement, enfin on peut faire ce qu'on veut, si vous voulez. Donc on peut vraiment les connecter, on peut utiliser par exemple, ici, c'est un essai, un prototype, juste une poutre treillis, si vous voulez, naturelle, entre guillemets, où on a des diagonales qui interviennent ici, et on a fait les connexions bois-bois. Tout cela devrait trouver le chemin vers une application architecturale. Donc ici, par exemple, on a proposé un auditoire pour le Forum Construction Bois à Paris, et c'était aussi cette idée de directement, par exemple, utiliser
des diamètres seulement de 20 cm, donc c'est du bois qui n'est pas tellement utilisé, disons, dans la construction, et en le rabotant un peu, en le travaillant très peu, on peut les assembler et on peut puisqu'on connaît en fait le descriptif précis de la paroi de chaque branche, les assembler. L'ingénieur, lui, doit aussi utiliser le modèle paramétrique parce qu'il ne peut plus passer par des familles, des détails types, comme il a l'habitude de le faire sur pour une question de stabilité. Ici, c'est un concours qu'on avait fait en Belgique pour les halles de foire de Liège, où on avait proposé des Douglas de 16 mètres, de 30 cm d'épaisseur, reliés à 4 pour avoir la résistance, et puis des poutres qui portent sur 60 mètres, où toutes les diagonales et les montants respectent les fourches qui existent en fait sur des arbres, des hêtres notamment, et qui sont intégrés. Donc ici, cette image montre finalement la richesse architecturale vient tout simplement du fait qu'on a respecté les éléments et les injectés tels quels dans l'image. On n'a pas créé artificiellement en fait un décor. Ça, c'était aussi une proposition pour le forum construction en bois, une étude, et je pense que ça peut vraiment donner d'autres, disons, voies architecturales possibles, mais encore une fois, non pas en passant par une motivation, disons, subjectivement formelle de l'architecte qui aurait décidé d'une forme telle qu'elle, mais vraiment en passant par l'inspiration de la bibliothèque d'entrée que la nature nous offre. Stéphane Dartier a parlé du système Zollinger. C'est clairement ceci, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui peut être réinterprété. Donc le grand avantage de Zollinger, c'est qu'il y a un élément qui continue, et puis les deux autres éléments sont décalés, et ils peuvent décaler ça du plan dans lequel ça se trouve. Ici aussi, c'est une nappe qui serait donc générée à partir des éléments troncs, qui ne coûteraient pas tellement cher, et qui pourraient par la suite suivre cette géométrie et faire, disons, un bâtiment qui était ici proposé en Belgique également. Alors, permettez-moi de juste indiquer l'existence du cahier de Libois numéro 2, où justement, dans une discussion notamment avec Christophe, on a essayé d'illustrer un peu cette démarche de façon générale, et d'autres acteurs qui prennent parole là-dedans. Donc, je crois vraiment en l'activité de lier la technologie en tant que telle ne va peut-être pas innover, mais le fait de lier cela à des éléments très concrets, donc le scannage notamment, qui est utilisé ici pour ces thèses de développement plutôt technologique, eh bien on a aussi une certaine poésie qui existe, et on se rend compte que les étudiants en architecture apprécient beaucoup d'avoir, en plus de leur relevé traditionnel, des nuages de points à disposition qui les informent énormément sur l'existant, parce qu'on peut aller scanner un peu tout et n'importe quoi, et on peut utiliser en fait ces données-là pour eux. Je voudrais finir et terminer cette présentation très brève en présentant mon équipe, qui je crois est présente en grande partie et qui pourra aussi répondre à vos questions. Merci.